Perdre un animal, c'est une douleur qui marque profondément et nous apprend à affronter les dures réalités de la vie, souvent jeunes. Et dans les Simpsons, les morts des différents chats boules de neige nous rappellent à quel point ces petites créatures peuvent laisser un vide immense. Aujourd'hui, on va revenir sur ces adieux qui nous ont marqués et on commence fort avec la mère d'Homer, Mona Simpson. Pour comprendre son impact, il faut savoir que Mona est une ombre qui plane sur la vie de son fils depuis l'enfance, au point que Homer croyait qu'elle était morte depuis des années. Ce n'est qu'à partir de la saison 7 qu'un épisode nous permet d'en apprendre un peu plus sur elle. Son retour fait du bien à Homer, mais il se pose des questions. Où était-elle pendant 27 ans? Tout a commencé dans les années 60, lorsqu'elle était encore avec Homer et Abraham. Étudiante, elle rejoint un groupe de militants et s'oppose à un laboratoire militaire qui développe des armes biologiques, ironiquement dirigé par Monsieur Burns. Le pouvoir de l'amour ne peut rivaliser avec l'amour du pouvoir. Lors d'une incursion nocturne dans ce laboratoire, elle et ses amis sabotent les expériences en faisant exploser une sorte de bombe. Mais en s'échappant, elle commet l'erreur de s'arrêter pour aider Monsieur Burns, ce qui la condamne à une vie de fugitive, traquée par tous les policiers de Springfield. Ce pourquoi elle s'est d'ailleurs créée de nombreuses identités. Au fond, son départ n'est pas qu'une fuite, c'est une décision qu'elle prend par amour pour ses idéaux, mais qui implique de laisser derrière elle un fils qui ne comprend pas encore l'ampleur de ses choix. C'est pour ça que malgré son retour, les interactions avec Homer et les autres membres de la famille sont teintées de mélancolie, car il est évident que Mona ne pourra jamais être une présence stable dans leur vie. Et c'est bien ce qui va se passer. Au bureau de poste, Monsieur Burns la reconnaît et le FBI se met à ses trousses. Homer et sa mère parviennent à s'échapper grâce au chef Wiggum, mais l'inévitable se produit. Cette fois au moins je suis réveillé pour nos adieux. Oh Homer, souviens-toi, quoi qu'il arrive, que tu as une mère et qu'elle est vraiment très fière de toi. Elle s'éloigne en voiture, laissant Homer seul à contempler le ciel pendant des heures, sous une triste mélodie. C'est fini, nous ne la reverrons plus jamais. Enfin, pas tout à fait. Elle fait une brève réapparition dans la saison 5 pour revoir Bart et Homer, mais après avoir été arrêtée puis innocentée, elle est finalement emprisonnée par le FBI. Homer se bat pour la sortir de ce pétrin, allant jusqu'à prendre d'assaut le bus pénitentiaire où elle se trouve. Elle lui demande de fuir pour ne pas être inculpée, conduisant seul le bus, poursuivi par des voitures de police. Puis, tragiquement, elle rate un virage et termine sa course dans un lac. Le bus explose et elle est ensevelie par les roches. Homer est effondré. Cette fois-ci, elle est réellement morte. Ton dernier geste en tant que mère a été de faire de moi un meilleur père. Et puis comme ça maintenant je te perdrai plus jamais. Sauf qu'il y a un détail troublant. Dans le cercueil, il n'y a pas le corps de Mona, car il n'a jamais été retrouvé. Et Homer croit désespérément qu'elle est toujours en vie. Effectivement, elle a laissé des indices. Elle a en fait pu s'échapper juste avant que le drame ne se produise. Vous allez me dire, ok, mais tu te fous de nous, elle meurt jamais en fait. Sauf que malheureusement si. Dans l'épisode Mona de l'au-delà, elle revient encore chez les Simpsons. Le gouvernement la croit enfin morte, en théorie, elle n'est plus une fugitive et peut enfin rester avec eux. Mais Homer, lassé de ses retours éphémères, refuse de se réconcilier. Non merci. Qu'est-ce que tu dis? Chaque fois que tu pars, je me sens abandonné, mais plus cette fois, je te donnerai plus l'occasion de me blesser. Mona est sincère, mais Homer va se coucher avec cette rancune qu'il garde en lui. Elle vient le voir et s'excuse d'avoir fait passer son combat avant sa famille, mais en vain. Non, je te pardonne pas et je veux pas que tu bordes mon lit. Non. Je te comprends. Ces choses-là prennent du temps. Bonne nuit. Ce que Homer ne sait pas, c'est qu'il n'aura plus jamais l'occasion d'accepter ses excuses. Plus tard dans la nuit, il regrette et descend la voir, mais le cauchemar de tout enfant se produit. T'es endormi? Tu dors avec les yeux ouverts? Maman? Maman? Cette fois, c'est bel et bien fini, sa disparition est définitive. Lorsqu'Homer libère ses cendres au sommet d'une montagne, il n'est plus qu'un homme seul face à l'infini, portant le poids d'un deuil qu'il n'a jamais su dépasser. Mona reste pour lui l'espoir perdu d'une réconciliation maternelle, et un rappel que certaines blessures ne se referment jamais tout à fait. Au sein de la famille Simpson, la mort de Mona reste la plus déchirante, mais il y en a eu d'autres, comme celle d'une autre amoureuse d'Abraham, Beatrice Simmons. Parlez-moi un peu de vous. Veuf, un fils et un seul rein qui fonctionne, et vous? Je suis veuve, j'ai une hanche en mauvais état et le foie malade. Vous oubliez quelque chose?
Vous êtes ravissant. Et Papy, c'est un vrai séducteur, prenez-en de la graine les gars. Pour une fois, ils semblent vraiment heureux et leur relation est profonde. Ils se réinventent une jeunesse, multipliant les activités ensemble et ils lui offrent plein de petits cadeaux. Au point que Homer a du mal à croire en l'existence de Béatrice. Il se moque de son père et toute la famille part au safari le temps d'un après-midi. Petit détail, le soir même, Abraham est censé rejoindre sa chérie car c'est son anniversaire. Mais problème, après un accident, ils mettent du temps à rentrer et Abraham rate le rendez-vous. Le lendemain matin, à la maison de retraite, le pire arrive. L'ambulance emmène le corps de Béatrice, tragiquement décédée. Ils peuvent dire que c'est le ventricule gauche qui a lâché, mais moi je sais qu'elle est morte parce qu'elle a eu le cœur brisé. À son enterrement, Abraham vrille complètement. Il s'en prend à Homer qu'il juge responsable de la mort de Béatrice. Selon lui, sans ce safari, rien de tout cela ne serait arrivé, de quoi briser un peu plus sa relation avec son fils. Je n'ai plus de fils! Pour finir sur une note positive, Abraham décide d'utiliser l'héritage qu'elle lui a laissé pour améliorer la maison de retraite, offrant aux autres pensionnaires un peu du bonheur qu'il a connu avec elle. Peut-être que vous ne connaissiez pas le personnage de Béatrice, mais d'autres habitants de Springfield encore plus emblématiques sont également décédés. Et parmi eux, il y a Maud Flanders. Personnage discret et pourtant essentiel, Maud est la voisine douce et pieuse des Simpsons. Avec son calme et sa foi, elle est le pilier silencieux de la famille Flanders. Mais sa vie si ordonnée va basculer d'une façon aussi absurde que brutale. Lors d'une course de voiture, elle est tragiquement frappée par un canon à t-shirt, et, ironie du sort, c'est en partie à cause d'Homer. Elle chute fatalement des tribunes, laissant Ned et leurs enfants en état de choc. Tout s'enchaîne, l'enterrement, la perte et la peine qui s'abat sur la famille. Pour Ned, cette tragédie est bien plus qu'un chagrin, c'est une épreuve spirituelle qui remet en question sa foi. Seigneur, je ne t'ai jamais interrogé, mais je me demande si ta décision de prendre Maud n'était pas... mauvaise. Lui, croyant infaillible, se retrouve confronté à une douleur qu'il ne sait pas comment gérer. Maud incarnait tout ce qu'il chérissait et elle laisse un vide immense. Heureusement, il peut compter sur le soutien maladroit d'Homer qui, à sa manière, tente d'être présent pour lui. Tu veux autre chose? Un verre d'eau, des chips? Tiens, une petite ronflette. Oh merde. Les épisodes qui suivent explorent les défis de Ned face à ce deuil, à sa solitude, à son rôle de père qui doit maintenant gérer seul Rod et Todd. Il tente de reconstruire sa vie avec sa foi comme seul guide, mais Maud reste une présence spectrale qui continue d'influencer chacune de ses décisions. Un jour, Ned rencontre Rachel et elle passe une nuit chez lui. Mais tout dans la maison rappelle Maud, ses photos, même l'empreinte de son corps sur le lit, il pousse même l'inadmissible en coupant les cheveux de Rachel pour qu'elle ressemble à Maud. Traumatisée, elle fuit, laissant Ned admettre qu'il n'est toujours pas prêt à tourner la page. Les Simpsons lui proposent alors un grand ménage du passé en détruisant tout ce qui appartenait à Maud. Ned garde malgré tout un objet, son carnet de croquis où elle a dessiné ses plans pour Ferverland, un parc d'attractions chrétien. Alors, pour honorer la mémoire de sa femme, Ned décide de concrétiser son rêve avec l'aide des Simpsons. Quelques semaines plus tard, le parc ouvre ses portes avec une grande statue de Maud trônant au centre. Un hommage émouvant jusqu'à ce que son esprit semble apparaître en lévitation devant la statue. Mais Ned découvre que cette manifestation n'est autre qu'une fuite de gaz. Dans les saisons suivantes, Maud revient parfois sous forme de fantôme. Enfin, tu t'occupes de moi. Oui, qu'est-ce que vous avez pas fini, vous? La vengeance contre l'homme qui a causé ma mort. C'est anecdotique car ça se passe pendant un Simpson Horror Show, mais petit clin d'œil, elle se venge et fait tuer Homer à coups de canon à serviette. Elle est enfin en paix, ou presque. Vous savez que Ned s'est remarié? Il quoi? Toujours en fantôme dans un autre épisode, elle est accompagnée d'Edna Krabappel, car l'enseignante qui avait refait sa vie avec Ned est elle aussi décédée. L'annonce est surprenante, Ned se souvient d'un moment où il dansait avec Edna, puis jette un œil à une petite table où sont posés les portraits des deux femmes de sa vie. Mais cette perte est particulièrement triste pour une autre raison. Edna n'était pas juste une figure secondaire. Elle marquait la série par sa personnalité, ses pics et surtout sa relation complice avec Bart. Clairement, les scénaristes n'avaient pas prévu son départ. Si elle a été retirée de cette manière, c'est pour rendre hommage au décès de Marcia Wallace, la voix culte de l'enseignante. Il faudra attendre 8 ans avant qu'un véritable hommage lui soit rendu, dans la saison 32, dans un épisode plein de nostalgie. Maintenant que ça fait 1 an que je suis avec Ned, je peux dire qu'il a fait de ma vie... Je pense à une pénitence. Un rêve qui se réalise. Oh, va falloir que je nettoie mes lunettes.
Merci, Edna. L'épisode se termine sur un diaporama des meilleurs moments de la vie d'Edna, où l'on découvre à quel point Bart tenait à elle. Le scénariste de cet épisode a montré sa fierté pour cet hommage. Elle était tellement aimée par tous ceux qui ont travaillé sur les Simpsons que nous voulions juste lui donner un dernier moment dans la série en sa mémoire. Un autre drame a secoué la série et conduit à la disparition de personnages emblématiques. En 1998, Phil Hartman est tragiquement assassiné par sa femme. C'était le doubleur de rôle iconique et notamment de Lionel Hutz, l'avocat des Simpsons, et Troy McClure, un acteur au rôle toujours un peu kitsch. Suite à cette tragédie, ces personnages sont retirés de la série. Matt Groening, créateur des Simpsons, lui rendra aussi hommage dans Futurama en donnant au personnage principal le prénom Philippe. Et au-delà de ça, le rôle de Zap Brannigan aurait dû être incarné par Phil. Mais revenons aux Simpsons, car Phil avait aussi incarné d'autres personnages, comme Gros Tony, le célèbre mafieux de Springfield dans un épisode. Et justement, il faut savoir que ce Gros Tony-là et celui-là ne sont pas du tout les mêmes. Le vrai Gros Tony est celui qui apparaît jusqu'à l'épisode 9 de la saison 22. Dans cet épisode, Homer est recruté par le FBI pour infiltrer la mafia. Envoyé en prison pour se rapprocher d'eux, il finit par gagner la confiance de Gros Tony, qui lui apprend même que la prison a été bâtie par la mafia. Il s'échappe, et peu à peu, Homer devient un homme de main pour lui, jusqu'au jour où Tony lui demande de brûler le bar de Moe. Homer hésite, mais avant même de pouvoir accomplir la mission, ironiquement, Moe fait exploser son propre bar. Mais tout bascule lorsque Tony découvre la trahison d'Homer. Et comment tu as pu, Nicky? J'étais prêt à tout te donner. Dans le club de strip de mon cœur, tu avais la clé du salon à champagne. Je t'aimais, mec. Oh. Sous le choc, il meurt d'une crise cardiaque, laissant Homer plein de remords. Mais ça ne s'arrête pas là. Son cousin Jim Tony débarque pour reprendre les rênes de la mafia. Il y a un air de ressemblance, mais comme son nom l'indique, il est beaucoup plus musclé. Alors, pour que ça soit plus crédible, il se met à manger n'importe quoi, prend du poids et retrouve finalement le même look pour devenir le nouveau Gros Tony. Une fin presque anecdotique pour un personnage emblématique, mais les prochains, eux, ont eu des adieux bien plus marquants. C'est le bon moment pour parler de Larry. Habitué du bar de Moe, il est présent depuis le tout premier épisode, toujours assis dans l'ombre, le regard perdu. On ne sait pas grand chose de lui et on apprend qu'on n'est pas les seuls dans l'épisode 15 de la saison 35. Ce jour-là, Larry s'éteint discrètement sur son tabouret habituel, sans que personne ne réalise la profondeur de sa solitude. Au funérarium, aucun des habitués du bar ne savait vraiment qui il était. La seule à en parler avec émotion, c'est sa mère, qui pense qu'il avait des vrais amis proches, alors qu'en réalité, personne ne connaissait rien de sa vie. Larry est mort seul, sans amour, et l'épisode le souligne avec un générique poignant. All the lonely Larrys, forgotten by their friends. Tout ce que voulait Larry, c'était partager des bons moments avec ses compagnons de comptoir. Est-ce que c'est possible qu'on soit des gens épouvantables? Oui. Touchés, Homer et les autres décident de se racheter. La mère de Larry a trouvé un bouquin qui montre à quel point il les aimait, et Lenny propose alors un ultime hommage. Traverser le pays pour disperser ses cendres dans un lieu qu'il avait dessiné. Alors, après quelques mésaventures où ils se font même kidnapper et où l'urne de Larry sauve la vie d'Homer, ils arrivent enfin à la cascade, sauf que ce n'est pas le bon endroit. En fait, le lieu en question était sous leurs yeux depuis le début, dans leur refuge habituel. Bienvenue à la maison, Larry. Profite bien de ton endroit préféré. C'est un épisode vraiment touchant, car même si Larry est un personnage plus que secondaire, il montre avec justesse la tristesse de l'isolement et les ravages de l'alcoolisme. Là, je crois que j'ai bien plombé l'ambiance. Loin de ces sujets, mais tout aussi tragiques, parlant de l'incarnation de la malchance, Frank Grimes. Abandonné à l'âge de 4 ans, il n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. Son enfance, marquée par des petits boulots, le mène à un accident dévastateur à 18 ans, une explosion qui a failli lui coûter la vie. Après une longue convalescence où il réapprend à entendre et à sentir la douleur, il se consacre à l'étude des sciences par correspondance et finit par décrocher un doctorat en physique nucléaire. C'est la présentation qui est faite de lui aux infos. Monsieur Burns s'est séduit et veut le recruter en tant que vice-président exécutif. Ok, c'est bien stylé, sauf qu'encore une fois, il a pas du tout de chance. Monsieur Burns perd la tête et veut finalement recruter un chien
à ce poste-là. Résultat, Frank finit simple employé de la centrale. Et il va vite avoir marre de l'attitude d'Homer. En fait, les deux personnages sont l'exact opposé l'un de l'autre. D'un côté, il y a la paresse et l'irresponsabilité, et de l'autre, un professionnalisme irréprochable. Tout ce que Frank cherche, c'est un peu de reconnaissance, mais il ne la trouve jamais. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il craque complètement et plonge dans une crise de nerfs où il imite Homer à qui tout réussit. Qu'est-ce que c'est que ça? Câble à haute tension. Ma foi, je n'ai pas besoin de gants de sécurité, puisque je suis Homer. Sa fin tragique est presque inévitable, et même après sa mort, il n'obtiendra jamais le respect qu'il méritait. Lors de son enterrement, Homer, endormi, se réveille en demandant à Marge de changer de chaîne, ce qui fait éclater de rire tout le monde alors que le cercueil de Frank descend dans la tombe. Et une fois sous terre, c'est pas mieux, il y a un vrai running gag autour de sa pierre tombale dans la série. Un coup, elle sert de point de capture dans ce qui est une sorte de parodie de Pokémon Go, une autre fois, le surnom qu'il détestait est écrit sur sa tombe, et pire, Homer va même taper dedans. Pour sauver les honneurs, un épisode entier sera consacré à la tentative de vengeance de son fils, Frank Grimes Jr. Mais ironiquement, c'est Tahiti Bob qui viendra en aide à Homer pour l'en empêcher. Une tentative ratée et tragique à l'image de la vie de Frank. Bon, je m'arrête là pour ce personnage et je vous propose de revenir du côté de la famille Simpson avec Lisa. Je vous rassure, c'est pas elle qui meurt, mais l'histoire la concerne. Si l'on devait résumer Lisa en quelques mots, il y aurait sans aucun doute dans le lot sa passion pour le jazz. Carrément, c'est avec son saxophone qu'elle est présentée dans les premiers génériques des Simpsons. Et cette passion, elle va la renforcer grâce à son idole, Gencive Sanglante. C'est le pire nom d'artiste, et c'est pour ça qu'on va simplement l'appeler par son prénom, Murphy. La première fois que Lisa le rencontre, c'est dans l'épisode 6 de la saison 1. Elle sort de nuit dans les rues de Springfield et le voit assis sur les rebords d'un pont. Oh, I'm so lonely since my baby left me. I got no money. Leur petit morceau de blues est vraiment sympa, sauf que Marge arrive et éloigne Lisa de ce mystérieux inconnu. Bon, à la fin de l'épisode, elle va convaincre sa famille qu'il n'y a pas de problème, c'est un bon gars, et il va même jouer un morceau en son honneur, devant tout le monde. Ce Murphy, on va le revoir. Déjà, il intègre le décor de la chambre de Lisa, mais surtout, dans plusieurs épisodes, il vient chanter et jouer un peu de saxo. Et faut juste que je mette sur pause 2 secondes, regardez ce plan où on voit le criminel Tahiti Bob tenir la main d'un flic, y a rien qui va. Bref, on va skip un peu tout ça et aller directement à l'épisode qui nous intéresse, intitulé « Salut l'artiste ». Bart passe un moment à l'hôpital et sa famille vient lui rendre visite. Son opération de l'appendicite se passe bien et Lisa sort dans le couloir où elle entend un air de blues qu'elle reconnaît. Murphy, Gencive Sanglante. La petite Lisa. Je suis heureux de te revoir. Murphy est là, et d'ailleurs, il va se rendre compte que le docteur Hibbert est très probablement son frère. Mais ça, c'est un petit détail, parce que ce qui nous importe, c'est les anecdotes qu'il raconte à Lisa sur sa carrière. Elle est très intéressée, et elle va revenir un peu tous les jours pour l'écouter, et jouer de la musique. Leur lien devient puissant, et il résonne dans tout l'hôpital pour apporter du bonheur à tout le monde. Murphy finit même par donner à Lisa son saxophone, qu'elle va utiliser pour jouer dans ce qu'il reste de l'orchestre de l'école. Trop contente d'avoir sauvé la prestation, elle revient à l'hôpital pour en parler à son mentor, mais Murphy est parti pour de bon. Elle est seule à son enterrement, la seule à reconnaître la valeur de cette personne. Pour honorer sa mémoire, Bart fait plaisir à sa petite sœur en lui offrant un vinyle qu'elle fait passer à la radio. Le visage de Murphy apparaît alors dans le ciel. C'était un souvenir de vous, Murphy. Tu viens de rendre un vieux jazzman heureux, Lisa. Dans un dernier duo de jazz, ils peuvent enfin se dire adieu. Mais Murphy aura toujours une petite place dans la série. Déjà, il reste dans les génériques de la saison 2 jusqu'à la saison 20, et il réapparaît comme un fantôme ou même en hologramme. Plus récemment, dans un épisode dédié, on découvre même qu'il a un fils sourd, que Lisa aide à écouter les morceaux de son père pour la première fois. Oh, tu as rendu un vieux jazzman heureux, petite Lisa. Murphy a beau avoir quitté ce monde, sa musique et l'héritage qu'il laisse à Lisa perdurent. Comme les autres personnages dont je vous ai parlé dans cette vidéo, son souvenir ne s'éteint jamais vraiment. Il reste vivant, gravé dans les cœurs des Simpsons et dans ceux de tous les fans qui les ont aimés.